Voyons à présent comment la logistique urbaine intègre les nouveaux enjeux sociétaux. On va continuer. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Comparons à présent ce qui se passe dans d'autres métropoles françaises. Certaines ont pris le parti d'innover et de collaborer avec les transporteurs et les chargeurs. Pierre Franc parlait justement de mutualisation. J'invite tout de suite Julien Dartout, délégué général du Club Déméter, à nous parler de l'importance justement de la collaboration entre acteurs publics et acteurs privés pour expérimenter et innover. Julien? Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Alors Bonjour. merci effectivement d'abord l'organisation de ce colloque et de nous permettre de partager des convictions qu'on porte au sein du Club Déméter. Peut-être rapidement redémarrer sur ce qu'est le Club Déméter. Exactement. C'est une association qui l'an prochain fêtera ses 20 bougies. Donc on a atteint la maturité, mais on n'est pas encore des adultes. Et l'objectif de Déméter, c'est le même depuis l'origine. Et finalement, il est assez simple. Il est de réunir un certain nombre d'acteurs d'une chaîne logistique. Donc, le point de départ pour nous, c'est la question de la chaîne logistique, pour pouvoir ensemble tester des solutions qui vont avoir un impact sur les questions de… Alors, on appelait développement durable il y a 20 ans. Aujourd'hui, on appelle ça la RSE. Mais le sujet reste le même. C'est comment, collectivement, on peut monter des expérimentations, des cas d'usage qui vont avoir un impact, que ce soit sur des questions de pollution sonore, environnementale, ou pourquoi pas climat, bien sûr, mais aussi des solutions autour de l'inclusion, autour de la pénibilité, de la santé, de la sécurité, voire de la formation et du développement des collaborateurs. Donc, le champ est large pour nous, mais en même temps, voilà, c'est un petit groupe d'entreprises, et donc on ne représente ni des chargeurs, ni des industriels ou des distributeurs, ni des transporteurs, puisqu'on a au sein de l'association l'ensemble de ces parties prenantes, et on a même, nous, ce qu'on appelle des membres institutionnels, à savoir l'ADEME, on a la Ville de Paris qui participe depuis l'origine, on a également des labos de recherche, dont un qui est sur le territoire, puisque c'est le CRETLOG, qui, depuis l'origine, travaille avec nous. Donc, notre écosystème, c'est des parties prenantes d'une chaîne logistique. Et comment on peut développer des choses. Pardon. Vous comptez combien d'adhérents? C'est pour avoir une idée de la représentativité du club. Eh ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une petite association, donc on a 35 membres. D'accord. Voilà, donc c'est une petite association qui n'a pas vocation à spécialement devenir ni représentative, ni avec 100 membres. Bon, par contre, la chance qu'on a, c'est que les entreprises qui sont avec nous sont plutôt des grosses entreprises. Ce qui veut dire que quand on a des tests ou des expérimentations à conduire, on a cette capacité d'abord parce qu'on a un gros terrain de jeu, et puis c'est aussi une capacité derrière de démultiplication parce que ce sont des grosses entreprises, quoi. Et justement, Julien, est-ce que vous pourriez nous faire un petit peu de name dropping? Alors, oui, bien sûr. Alors, je vais essayer d'activer ma caméra, mais je ne suis pas sûr. Je vois qu'il y a un mot, mais je ne suis pas sûr qu'elle fonctionne. C'est pour ça que je l'ai pas… Voilà, je pense qu'il y a un problème avec ma caméra et on voit que l'arrière-plan. Bon, vous aurez un entrepôt. Et vous me voyez, mais simplement, je pense qu'il bouge d'ailleurs. On a des gens, dans les distributeurs, on va retrouver des gens comme Carrefour, Monoprix, la Fnac ou Martin Breuer, par exemple, qui livrent les restaurants McDonald's. Dans les transporteurs, on a alors, moi j'appelle ça des prestataires parce qu'on n'a pas que des transporteurs. On a 3-4 transporteurs comme GT Solutions, Jackie Perreno, mais aussi des prestataires logistiques comme ID Logistique, par exemple. Et puis, côté industriel, on va retrouver des Coca, des Unilever. Ouais, donc des poids lourds. C'est que des poids lourds, mais c'est peu, mais des gros, et ça nous donne cette opportunité de pouvoir tester, quoi. Parce que moi, j'aime bien dire, chez Déméter, on a cette culture POC. On a une idée, on a un projet, comment on peut le tester. Et tout est, on peut faire des POC avec tout en fait. On peut tester plein de choses. On peut tester un référentiel, on peut tester un exosquelette, on peut tester un véhicule, on peut tester une pratique, on peut tester aussi une méthode de travail, quoi. Donc justement, cette nouvelle organisation, elle a été testée en France en matière de logistique urbaine. La logistique urbaine, c'est un sujet qui n'était pas le premier de nos sujets. Quand on a imaginé Déméter, on était plutôt sur des questions de transport, de mesures carbone. Et en 2002, quand on a parlé de mesures carbone, on nous prenait pour des petits bonhommes verts. Mais la logistique urbaine est arrivée un peu après. En revanche, depuis qu'elle est arrivée dans la discussion de Déméter, elle n'est jamais repartie, quoi. Là où d'autres sujets sont vivants, c'est propre de l'asso, c'est qu'on prend un projet, il intéresse des membres, on travaille, il intéresse plus grand monde, on passe à autre chose. La logistique urbaine, depuis qu'on l'a démarré en 2008, il ne s'est jamais arrêté. Et je vais me dire qu'il est devenu de plus en plus prégnant et de plus en plus fédérateur des membres de Déméter, quoi.
Donc, ça en fait notre sujet un peu phare parce que c'est celui qui est vraiment dans le temps et celui sur lequel on a réussi à démontrer que cette collaboration qui était l'idée de départ de Demeter, elle se démontre particulièrement bien sur les sujets de logistique urbaine. Et c'est une collaboration qui met autour de la table à la fois, encore une fois, des transporteurs, prestataires, chargeurs, mais également des chercheurs et des collectivités locales. D'accord. Et sur quelle ville particulièrement les adhérents du club Déméter se sont mis autour de la table pour trouver des solutions intelligentes en matière de logistique urbaine Alors, mais durable? le premier pas s'est fait sur Paris, région parisienne, et puis ensuite on a emboîté, on a fait Lyon, on a fait Bordeaux, on a réfléchi à Montpellier, on a fait Strasbourg, et là on revient en ce moment sur la région parisienne. Donc, encore une fois, plutôt des gros territoires, parce que c'est là aussi qu'on a trouvé des intérêts communs. En fait, à chaque fois, ce qu'on a voulu proposer à ces territoires, c'était de tester ensemble des choses, avec une approche qui s'est aussi professionnalisée et qui a grandi petit à petit. Ce qu'on a fait au démarrage à Paris en 2009 n'est pas ce qu'on a fait très récemment à Strasbourg il y a un an. Forcément, on a été plus loin. Mais tout ça a nourri une conviction. Et la conviction qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on pense que d'abord, ces questions de logistique urbaine, c'est extrêmement local. On peut avoir des grandes idées, des grands concepts nationaux, mais globalement, c'est localement que ça se passe. Parce qu'il y a une réalité terrain, il y a une réalité du tissu économique, il y a une réalité des entreprises qui fait que c'est localement que ça se passe. Et notre conviction, elle se nourrit de cette idée que des engagements réciproques sont sans doute une des réponses pour pouvoir développer des systèmes de logistique urbaine efficients. D'ailleurs, engagement réciproque, ça veut dire qu'à un moment donné, les acteurs peuvent s'engager sur un certain nombre de points et en contrepartie, la collectivité peut reconnaître ses efforts. Je prends le cas de le dernier expérimentation qu'on a pu conduire, en l'occurrence à Strasbourg, où avec l'élu, on a partagé cette conviction. Sur un territoire quand même que pour ceux qui connaissent Strasbourg, c'est une ville un peu médiévale, mobilité assez complexe, un centre piéton, des monuments classés. Donc la mobilité est naturellement complexe. Et donc on a essayé de travailler avec eux pour définir sur certains points de vente cette question d'engagement réciproque. Alors avec un point clé qui est que moi j'aime bien aborder, la logistique urbaine, on a traditionnellement plutôt une vision par canal de distribution. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a la logistique pour les bouchers, pour les libraires, pour la grande distribution, pour les textiles et ainsi de suite. Nous, ce qu'on dit, c'est que la logistique urbaine, une autre façon de la regarder et qui est peut-être plus appropriée pour réfléchir à des schémas, c'est de la regarder de la façon, est-ce que c'est une logistique qui va être capillaire ou massifiée? Et les réponses à aborder, logistiquement parlant, je ne parle pas commercialement, elles sont plutôt liées à ça en fait. Et au sein de Demeter, on a plutôt affaire à des entreprises qui ont des logistiques massifiées. Et donc les réponses ne sont pas forcément les mêmes qu'une logistique capillaire. L'exemple qui était donné juste avant dans le chat sur réfléchir à des centres de transbordement, de mutualisation, ça on vise plutôt des logistiques capillaires, quoi, une logistique massifiée n'a aucun intérêt à passer par un centre de transbordement, puisqu'on a affaire à des transports qui sont optimisés, parfois tri-température, qui partent d'un site, qui ont des tournées qui sont complètement optimisées, et mettre en place des centres de transbordement n'aurait aucun impact ni économique, ni même parfois environnemental. Oui, ce serait même contre-productif quasiment. Ils sont contre-productifs. Alors, ça n'enlève pas l'intérêt de ces plateformes de distribution urbaine, et certains réfléchissent avec des solutions parfois très innovantes pour développer des plateformes de logistique de distribution urbaine pour des flux capillaires, mais sur des flux massifiés, ces solutions-là n'apportent aujourd'hui pas encore d'intérêt. Et donc, pour revenir sur l'expérience sur Strasbourg, ce qu'on a imaginé, c'est voilà un ensemble d'engagements sur lesquels, en l'occurrence, 2 points de vente se sont engagés. Donc, c'est formation des conducteurs, formation des réceptionnaires, taux de chargement du véhicule, énergie du véhicule, et voilà, 6 ou 7 engagements. Et en contrepartie, la collectivité reconnaît cet effort et permet de livrer avec un véhicule qui, en l'occurrence, est plus gros. Alors, avec toutes ces conditions, et notamment, je crois qu'on en parlait tout à l'heure, la question du bruit, parce que pour livrer plus gros, il faut livrer plus tôt pour faire moins d'encombrement notamment. Et donc, livrer plus tôt, ça veut dire respecter tout un process qui fait qu'on va faire moins de bruit, quoi. D'accord. Donc c'est payant quand même. C'est payant puisque les deux, en l'occurrence, on voit bien dans ce cadre-là, territoire d'un côté, entreprise de l'autre, chacun va s'engager sur un certain nombre de critères. En tout cas d'engagement plutôt. On a été mesuré d'ailleurs pour voir si oui ou non ils étaient efficients, quoi. Mais oui, c'est payant parce que la collectivité se retrouve avec une réduction des émissions de CO2 qu'on a, je crois, modélisé de l'ordre de 10 à 12%, réduction des particules parce qu'on a changé d'énergie. Et puis, on a même modélisé, alors ça, c'est un indicateur qu'on a inventé, donc il vaut ce qu'il vaut, mais cette question de contribution à la congestion, c'est assez compliqué à mesurer cette congestion. Et en fait, l'indicateur qu'on a inventé, c'est finalement simple, c'est qu'on a mesuré les mètres carrés par les minutes.
mètre carré minute. Et moins je mets de mètre carré minute, moins je contribue à la congestion. Et donc, plus on livre tôt, plus on livre gros, plus on réduit ce mètre carré minute et moins on contribue à la congestion. À Bordeaux, vous avez aussi mené cette expérimentation avec succès qui va se traduire, je crois, par une modification de la réglementation de la livraison des poids lourds en centre-ville. C'est ça, la nuit? Exactement. En écrivant un peu dans le dur, ces engagements réciproques, c'est ce qu'on essaye de faire à Bordeaux, parce que là, pour l'instant, on est encore sur des dérogations spécifiques pour les 20 points de vente qui sont concernés. Et l'idée, c'est de dire, finalement, pourquoi ne pas écrire ça dans le dur, puisque tous ceux qui sont capables de faire des efforts, la collectivité pourrait reconnaître ces efforts, quoi, dès lors qu'on a mesuré et qu'on le sait qu'ils ont un impact positif sur le territoire. Bien sûr. Et Julien Dartout, quel regard portez-vous sur la région Sud? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent en ce moment, des expérimentations? Alors oui, il se passe des choses dans la région Sud. Sur la question en tout cas nous, auprès des membres de Déméter, il y a un projet qui nous anime autour de livraison de poids lourds qui vont utiliser l'hydrogène, puisqu'il y a, ça a été annoncé très récemment, un transporteur local de Cavaillon qui s'appelle Chabas, qui développe un projet de recherche et développement avec Carrefour sur un véhicule hydrogène, et qui donc va opérer dans la région Sud sur des flux qui iront entre Nice et Salon-de-Provence. On est sur un véhicule extrêmement innovant, probablement le premier poids lourd de cette taille-là en France qui va rouler à l'hydrogène. Et d'autres vont suivre. Les accords sont en cours pour une expérimentation un peu plus gros dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle H2All, où il y aura d'autres véhicules qui vont rouler en région PACA. Donc, ce sera un des premiers territoires d'expérimentation sur cette énergie hydrogène qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre. Dont on sait l'impact positif que ça peut avoir, sous réserve que l'hydrogène soit un hydrogène qu'on appelle vert, c'est-à-dire un hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable. Et est-ce qu'avec l'introduction prochaine des ZFE, vous accélérez les expérimentations pour justement arriver à des solutions pertinentes et acceptables? On a accéléré les prises de contact pour partager notre conviction en fait et voir comment finalement on pouvait nouer notre conviction en amenant du retour terrain. Nous, ce qu'on peut faire, on n'est pas là pour porter la voix de tel ou tel acteur, on est là pour démontrer des pratiques et de voir comment localement elles s'appliquent. Donc oui, on a pris des contacts pour essayer de monter des cas d'usage, des expérimentations. Et après, et ça se fait avec le territoire, et le territoire après prend ses décisions à l'aune du retour d'expérience qu'on va collectivement construire. Merci beaucoup, Julien Dartout, pour ce petit benchmark national, j'allais dire. À nos côtés, on va continuer à nos côtés ce matin, Stéphane Demacte. Bonjour Stéphane, vous êtes directeur général d'Agile en Ville. Alors Stéphane, même question, quel regard portez-vous justement sur l'évolution ces dernières années de la logistique du dernier kilomètre? Bonjour à tous, merci de l'invitation. Alors, regard qu'on pose, nous, on est un nouvel opérateur, donc on est arrivé avec un regard très neuf. Ce qu'on constate un peu, c'est la situation un petit peu schizophrène qu'on a sur le dernier kilomètre, puisque dans nos villes, dans nos grosses villes, on a une forte demande de logistique qui s'est développée, et à côté, en face, on a une volonté forte des habitants de réduire toutes les nuisances qui y sont liées. Donc, on le voit en termes de volume, puisque l'explosion des commandes, notamment Internet, les livraisons particulières, entre autres, explosent. La pandémie a fait d'être un accélérateur ou un révélateur, mais d'une tendance qui est forte. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on va livrer de plus en plus de colis, et on parlait tout à l'heure de massification, de capillarité, de plus en plus de colis, des petites unités à des personnes dispersées. Et puis, on a également une évolution forte en termes d'exigence de délai. Donc ça, c'est quand même une évolution aussi qui est très importante, avec une appétence, voire une exigence des clients pour être livrés. Avant, c'était J+4, puis J+1. Aujourd'hui, J pour J. On arrive à H+1, donc on veut être livré dans l'heure qui suit. Et on voit même apparaître des nouveaux opérateurs, alors pour des secteurs très spécifiques d'alimentation ou autres, qui vont débarquer à Marseille en disant on vous livre en 10 minutes. Après, d'un entrepôt de centre-ville, on vous livre chez vous en 10 minutes. Donc, on arrive à une difficulté d'organisation des tournées, à une démultiplication des véhicules, des personnes qui vont livrer à droite et à gauche. Et puis, en face de ça, on a cette volonté donc, des habitants de réduire la nuisance, donc qui n'acceptent plus en fait une ville congestionnée, une ville où il y a des voitures en double sens partout, il y a des camions qui bloquent, des camionnettes partout, voire des scooters qui se glissent au milieu.
avec une pression sociale forte qui se traduit dans les urnes. Et donc, il y avait une certaine inertie peut-être. Et aujourd'hui, on le voit sur des villes comme Marseille, comme Lyon, sur Nice, où on opère, qu'effectivement, il y a une prise en compte de cette demande aussi de la population. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, donc ZFE, ZTR. Donc, c'est des évolutions politiques aussi pour répondre à ces besoins. Voilà. Et on a aussi, alors il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ça. Ça, c'est le volume logistique qu'on voit. Et ce qu'on voit également, c'est qu'on ne peut pas pour autant y répondre n'importe comment, parce qu'il y a d'autres ambiguïtés en fait, dans notre façon de consommer qui sont, on veut trouver le moins cher, rapidement livré dans mon bureau ou sur mon canapé. On voit les développements Amazon, Uber, Zalando, etc. Donc, on veut trouver tous ces services-là et en même temps, on va déplorer le modèle social dégradé de ces acteurs. On va regarder à la télévision les émissions qui fustigent effectivement le développement de ces auto-entrepreneurs, un salariat déguisé. Et les gens se plaignent que leurs commerçants en centre-ville périclitent au profit des périphéries. On veut une économie plus circulaire, on veut une plus grande part de production locale, on veut remettre l'humain dans le service. Donc, encore une fois, on veut tout en même temps et c'est pas… Voilà, le chantier, il est immense. Donc, on ne pense pas qu'on peut se maintenir le modèle existant en disant on le change qu'à la marge. Donc, on a vraiment… Voilà, donc nous, on voit bien qu'il y a plein d'idées, il y a plein de choses et il faut qu'on arrive à combiner tous ensemble ces choses-là. Remplacer des camionnettes des camionnettes électriques diesel par des électriques, c'est très bien, mais ça prend toujours la place d'une camionnette électrique en centre-ville. Donc, ça va quand même congestionner à des endroits. Donc, on agit sur la pollution, mais on n'agit pas forcément sur l'encombrement de vie. Donc voilà, il faut qu'on arrive à trouver des solutions mixtes dans lesquelles nous, on vient s'insérer, mais sans que ça devienne juste du greenwashing, parce que ça ne tiendra pas la route. Se dire juste, on va faire 10% à vélo, une grosse boîte, on va faire 10% à vélo, comme ça, on met ça bien en avant sur notre site. Ça n'aura pas de sens et je pense que beaucoup se font rattraper s'ils se contentent de petites mesurettes. justement, Stéphane Demac, quelle est votre proposition au sein d'Agile en Ville pour y arriver? Alors, nous, Agile en Ville, je vais rapidement vous parler de nous. On fait la logistique urbaine décarbonée en cyclo-logistique. Donc, le premier réflexe quand on parle de livraison à vélo, pour la plupart d'entre vous, c'est le gars sur son vélo Décathlon avec le gros sac dans le dos qui va aller livrer un repas. Donc, ce n'est pas du tout notre secteur, ce n'est pas du tout là-dessus qu'on s'est installé. On s'est installé sur la cyclo-logistique pour travailler avec des professionnels et traiter des flux, puisqu'on travaille avec principalement des vélos cargo qui peuvent emporter 80 kg de marchandises sur leur vélo, voire 150 kg si on met une remorque. Alors, je n'ai pas de slide, je vous ai mis une petite photo de ce qu'on peut… Voilà, c'est la slide On voit version… bien, on voit très bien. Rassurez-moi, ce sont des vélos électriques? Vélo électrique, oui, des vélos électriques. Donc on est vraiment parti sur ce créneau-là. Agile en Ville, on l'a créé il y a 2 ans et demi maintenant. C'est vraiment spécialisé sur le dernier kilomètre. 90% de nos flux sont faits en vélo cargo. On a quelques VL, des petits véhicules électriques, parce que parfois, effectivement, la contrainte fait que la distance, quand on va sortir de l'hypercentre, la distance ou le volume d'emport va faire que pour monter… par exemple, à la Bonne Mère, si on a une charge qui est trop lourde, ça va être juste compliqué en vélo cargo. Donc, on est sur 3 axes. On est plutôt spécialisé sur les livraisons fraîches. Donc, 85% de nos flux aujourd'hui sont de la livraison de produits alimentaires, donc avec dedans du sec et du frais. Donc, ça, c'était un peu une approche en disant qui peut plus, peut le moins. À partir du moment où on est capable de suivre des températures, de contrôler ces températures. On travaille par exemple avec une cuisine centrale à Marseille qui va livrer des micro-crèches. Il est évident que quand on va apporter des repas pour les enfants, il faut qu'on ait une chaîne logistique et contrôle du froid qui soit exigeante. Donc, on fait le contrôle de température, etc. Donc, c'est possible en vélo. Ce n'est pas forcément un gros camion tri-température qui peut faire ce genre de métier.
Donc voilà, donc, nous on est plutôt sur la livraison fraîche, la livraison urbaine surtout, parce que notre terrain de jeu, nous, c'est le centre-ville, voire l'hypercentre. Le vélo cargo n'a pas de légitimité, n'a pas on va dire, d'efficacité supérieure à la camionnette ou au camion électrique ou au gaz, hein, en dehors du centre-ville. Donc, nous, c'est vraiment, on va dire Marseille. Marseille, c'est surtout 1er, 7e arrondissement. C'est là où on a notre force. Et ça va être encore plus vrai quand on parle de ZFE et de ZTR. Donc, on n'a pas la prétention de traiter les flux périphériques en dehors des grandes villes, ni d'apporter des solutions qui vont changer la vie des gens dans des petites agglomérations où on circule bien, où le problème de circulation n'est pas un souci. Par contre, là où c'est compliqué de se garer, là où c'est conflictuel avec les habitants, avec les piétons, on a toute notre force, quoi. Donc, livraison fraîche, livraison urbaine, livraison responsable. Donc, bien sûr, éco-responsable, puisqu'on est en zéro pollution, zéro bruit. On a l'empreinte, enfin l'espace qu'on prend sur la voirie est réduit. Le stockage la nuit, ça se fait facilement dans des réserves, etc. Donc pareil, hein, les emplacements de parking la nuit pour stocker les véhicules, ils se font en centre-ville, mais de façon assez réduite. Socio-responsable aussi, parce que quand je parlais des enjeux tout à l'heure sociétaux, on a pris le contre-pied d'Uber Eats, donc on a choisi de ne pas faire du greenwashing, hein, donc de vraiment embaucher tous nos salariés dès le premier jour en CDI à plein temps. Voilà, c'est un choix fort qu'on a fait. Donc, il nous arrive de sous-traiter de manière ponctuelle à d'autres acteurs de la cyclo-logistique. Hein. C'est à peu près 3% de notre activité est confiée à d'autres prestataires cyclo-logistiques, mais on va aussi vérifier avec eux qu'ils sont sur un modèle social proche du nôtre et que s'ils font appel à des auto-entrepreneurs, ils ne les payent pas 10 € de l'heure, et qu'ils les payent de manière décente pour que ce soit vraiment une activité rentable pour eux. Justement, près de 2 ans et demi après la création de votre société, où en êtes-vous de votre développement, Stéphane? Alors, donc 2 ans et demi après, on a démarré à Marseille. Hein. Marseille, on parlait tout à l'heure, Julien nous parlait de la culture POC. Donc, nous, on aime beaucoup ça aussi. On fait beaucoup d'expérimentations sur Marseille. Il y a un peu tout à faire. Donc, sur Marseille, c'est là où on s'est implanté au démarrage. Donc, aujourd'hui, on a une vingtaine de salariés sur Marseille. On s'est déployé sur Lyon. On a installé une équipe sur Lyon l'année dernière en juillet. On s'est installé sur Nice depuis février. Et donc, aujourd'hui, on traite… oui, c'est tout récent, mais ça démarre fort. On fait déjà là-bas plus de 2000 livraisons par mois. Donc, au total, on fait 10 000 livraisons par mois avec 40 salariés à plein temps et on traite à peu près 500 tonnes de marchandises. Voilà, c'est juste pour dire, on traite du pondéreux, hein, on ne traite pas juste du petit colis, on ne fait pas du tout de colis Amazon, etc. Donc aujourd'hui, on représente un vrai volume, un vrai volume logistique. Et c'est rentable. Alors, il faut le savoir parce que c'est rentable. C'est juste pour sortir. Voilà, c'est juste pour sortir de l'idée. Beaucoup se disent cyclo-logistique, sympa, le côté précaire. Oui, ou précaire, ou c'est des belles idées fumeuses, mais c'est pas sérieux. Ça marche, ça fonctionne. On a été rentable quasiment depuis le début, même en employant des gens à temps plein en CDI. Puisque vous êtes présent désormais dans les 3 villes de Nice, Lyon et Marseille, est-ce que vous constatez des différences de développement, Stéphane, dans la cyclo-logistique? Alors oui. Alors, sur Lyon et sur Nice, la cyclo-logistique, notamment sur Lyon, existe depuis plus longtemps qu'à Marseille. Alors à Marseille, ça commence à venir avec des artisans, des personnes qui se lancent, une ou deux personnes qui se lancent dedans. Pour être tout à fait franc, quand on s'est lancé sur Marseille, on nous a dit « mais pourquoi vous démarrez sur Marseille ? C'est vraiment pas la ville où il faut le faire, le dénivelé, l'état des routes, c'est très complexe. » On s'est dit si on arrive à Marseille, on y arrivera ailleurs. Donc c'est sûr que quand on s'est implanté sur Lyon et sur Nice, il y a plus de confort. On est sur des villes qui sont déjà équipées pas mal en pistes cyclables. Des villes aussi, alors c'était évoqué tout à l'heure, hein, des réflexions sur la ZTR, de mettre vraiment, développer bien des zones pour les camions, des zones de livraison.
À Lyon, il y en a et elles sont respectées. Donc, effectivement, il n'y a pas non plus de camions du coup, qui vont se garer sur les pistes cyclables. Donc, tout ça fait que là, on a une voirie beaucoup plus apaisée et avec un dénivelé moins fort. Donc, mais voilà, à Lyon, ça existe déjà. Il y a plus d'expérimentation. Il y a d'autres acteurs qui sont déjà présents. Et c'est vrai que la ville commence à s'installer. Alors, c'est anecdotique, hein, ils ont mis des places de parking pour vélo cargo. Bon, ils en ont mis 4, c'était sympa à montrer, mais ça montre que la ville et la métropole ont vraiment intégré le fait que la cyclo-logistique fait partie de la logistique urbaine et ce n'est pas juste quelque chose pour aller… Enfin, c'est pas ponctuel, c'est vraiment un outil pour le dernier kilomètre, Et c'est efficace. plus marginal, quoi. Alors, sur Nice, c'est un peu différent. Pardon ? Voilà, il intègre, à partir du moment où c'est intégré dans la réflexion, voilà, les axes, c'est plus juste faire des pistes cyclables pour que les enfants puissent aller à l'école qui est à 100 mètres, c'est vraiment se dire comment on fait des axes pénétrants, comment on traverse la ville en vélo, comment on facilite ces opérations-là. Et comment vous développez vos partenariats, Stéphane ? En une petite minute, hein, parce qu'on a dépassé déjà les 10 minutes imparties. Bon, non, alors les partenariats, on les développe. Alors nous, on fait beaucoup de B2B. Bon, après, ça peut être du B2B2C. On les fait surtout avec des personnes avec qui on va trouver une cohérence dans la façon de travailler. Hein, on parlait tout à l'heure des livreurs. Les gens commandent 3 paires de chaussures pour en prendre qu'une seule. Typiquement, voilà, on avait un opérateur qui nous dit tiens, nous, on aimerait bien faire la dernière livraison à vélo. Hein, ça part d'Allemagne, on vous amène ça en gros camion, et puis hop, les derniers kilomètres, vous allez faire à vélo. Mais quand on a 30%, ça va être le retour. Vous allez récupérer ce que les gens n'ont pas voulu, qu'on va renvoyer en Allemagne en poids lourd diesel. Voilà. Typiquement, c'est un partenariat qu'on n'a pas envie de traiter, de la même manière qu'on n'a pas envie de rentrer dans du Amazon. Nous, nos partenariats, ils sont très centrés sur la ville. Donc, c'est vraiment les commerçants de centre-ville, l'activité de centre-ville, les artisans de centre-ville. Voilà. On essaie surtout de faire de Marseille à Marseille, de Lyon à Lyon, donc de centre-ville à centre-ville, parce qu'il y a énormément de flux capillaires. On en parlait tout à l'heure, hein, on ne travaille pas sur la massification du tout. Voilà, toute cette capillarité interne à la ville, il y a énormément de flux qu'on peut traiter. Et donc, on se concentre sur des commerçants et on se dit comment vous êtes livrés, voilà, est-ce qu'on peut vous aider pour vous apporter la marchandise, est-ce qu'on peut vous aider à livrer votre marchandise à vos clients ou à vos autres ateliers internes, une administration qui peut avoir plusieurs bureaux à plusieurs endroits, peut aussi avoir besoin de transporter la marchandise. Et également, sur les exutoires, vous êtes un magasin de vêtements, qu'est-ce que vous faites de vos cartons ? On va pouvoir apporter une solution pour traiter les cartons, pour les restaurants, pour traiter les déchets, etc., organiques. On a cette réflexion de dire, voilà, comment ça entre chez vous et comment ça ressort de chez vous. Et nous, on va pouvoir massifier pour que ça puisse sortir de ville ensuite. C'est tout aussi important. Merci beaucoup, Stéphane Demecq. Restez avec nous. Je vous invite désormais à poser vos questions dans le chat. Johan, est-ce que nous avons des questions pour Agile en ville et pour le Club d'Émetteurs, Julien Dartout ? Donc, globalement, aucune question qui n'aurait pas déjà été répondue. Principalement, c'était sur les places de parking et sur la perception des nouveaux aménagements cyclables pour justement la livraison. Donc, si vous voulez bien, on va continuer pour tenir l'horaire, pour ne pas trop déborder. Donc, dans le cadre justement de la stratégie nationale de logistique urbaine durable, la société logistique low carbone a vu le jour en 2020. LLC, c'est l'acronyme, c'est une filiale de la Confédération de commerce de gros et international, CGI, autre acronyme, dont la mission consiste à déployer le programme national tout récent, Interlude, côté opérateur privé, quand le CEREMA intervient pour sa part auprès des collectivités territoriales. Avec nous ce matin, Sébastien Desroques. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous travaillez donc chez Logistique Low Carbone en qualité de chargé de mission entreprise et logistique urbaine durable sur les territoires Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté
et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, Sébastien, expliquez-nous en quoi consiste le tout nouveau programme Interlude. Alors, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc, Interlude, qui veut dire Innovation territoriale et logistique urbaine durable, c'est un programme C2E, donc un programme national qui a été approuvé par le ministère de la Transition écologique et publié au journal officiel le 8 mars 2020. Sa durée, elle est de 2 ans et demi, donc jusqu'en décembre 2022. Son budget est de 8,1 millions d'euros pour des bénéficiaires qui sont de 2 types, donc les collectivités, que ce soit métropole, communauté urbaine ou communauté d'agglomération, soit 258 EPCI en France métropolitaine et en Outre-mer, et donc l'ensemble des acteurs privés, les acteurs économiques, qui sont concernés par la logistique urbaine dans le cadre de leur activité professionnelle, donc les transporteurs, logisticiens, les commerçants, les entreprises, les chargeurs et bien d'autres. Le programme, il a 3 partenaires techniques, donc l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique, le CEREMA, établissement public qui vient apporter une expertise en matière d'aménagement, de cohésion territoriale et de transition énergétique, et donc la CGI, qui est l'organisation professionnelle représentant l'ensemble du commerce de gros dans ses différentes dimensions. Le programme a également 2 porteurs, donc Roseau, qui est un bureau d'études spécialisé en efficacité énergétique et spécialiste du mécanisme des C2E, et donc Logistique Low Carbone, qui est une filiale détenue à 100% par la CGI. Pour la slide suivante, donc rapidement, le programme Interlude, il a pour vocation de créer des espaces de concertation et de dialogue entre les acteurs publics et les acteurs économiques d'un même territoire, afin de leur permettre d'élaborer ensemble des chartes, c'est-à-dire des plans d'action en faveur d'une logistique urbaine durable. Donc ces chartes sont un moyen de favoriser un transport de marchandises en ville qui serait décarboné et davantage économe en énergie, tout en répondant aux enjeux des acteurs des territoires. Donc le CEREMA, comme Logistique Low Carbone, on entend être des facilitateurs dans ce processus, puisque le CEREMA sensibilise, forme et accompagne les collectivités, et Logistique Low Carbone en fait de même, mais pour les acteurs économiques, et s'assure que les acteurs économiques sont représentés et leurs besoins entendus dans cette démarche, puisqu'on sait que bien souvent, les décisions qui sont prises en matière de développement durable sont le fruit de volontés politiques qui ne relèvent pas toujours de décisions concertées, de réflexions concertées avec les acteurs économiques. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc les objectifs du programme sont assez clairs. Donc, le CEREMA doit sensibiliser environ 250 PCI à l'échelle du territoire. Logistique Low Carbone doit rencontrer et sensibiliser des acteurs économiques de 150 territoires. Et l'objectif final, c'est d'ici à 2022, avoir accompagné 50 PCI dans des chartes, donc avoir signé 50 chartes de logistique urbaine qui sont déclinables à chaque territoire selon les enjeux qui ressortiront des débats entre la collectivité et les acteurs privés. Pour la slide suivante, donc le programme en fait repose sur 3 principes méthodologiques. Tout d'abord un diagnostic, puisque on part pour élaborer la charte, il va falloir partir d'un diagnostic assez clair des flux du territoire et des enjeux des différents acteurs. La concertation ensuite, puisque la charte doit reposer sur voilà, une concertation entre l'ensemble des acteurs privés et publics, et donc finalement cet engagement à travers une charte de l'ensemble des acteurs. Les acteurs qui se seront concertés doivent s'engager à respecter le plan d'action qu'ils ont eux-mêmes élaboré. Ensuite, pour cette slide suivante, je voulais vous présenter un petit peu plus concrètement le déploiement du territoire sur le déploiement du programme sur le territoire, faire un zoom donc sur PACA, puisqu'effectivement, en région PACA, nous avons 19 EPCI qui sont éligibles au programme, dont les 3 métropoles Aix-Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur et Toulon-Provence-Méditerranée.
nous avons déjà rencontré 8 EPCI parmi les 19 et quelques-unes dans les semaines à venir. Et nous avons formellement engagé, pour le moment, nous avons le Pays de Grasse et Cannes, Pays de Lérins, qui viennent également de nous communiquer leur volonté de s'engager dans le programme. Et donc, moi, je suis actuellement en train de rencontrer des acteurs économiques, transporteurs notamment, commerçants, artisans, pour les sensibiliser et leur informer de cette volonté de mettre en place des groupes de travail avec la collectivité qui ensuite déboucheront sur des plans d'action en faveur d'une logistique urbaine durable. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc là, vous avez le détail assez complet du programme, comment il se construit. Donc d'abord, on a une phase d'information et de sensibilisation des collectivités et des opérateurs économiques à l'échelle territoriale sur les enjeux de la logistique urbaine durable afin de leur présenter le cadre réglementaire, les dispositifs existants et évidemment de recueillir les besoins de tous les acteurs, de recueillir leurs besoins et leurs difficultés, puisque souvent ils sont nombreux, ces enjeux, que ce soit par exemple en termes de conditions de livraison, conditions de stationnement, de verdissement des flottes ou encore de foncier. Ça, ce sont des problématiques qui reviennent très souvent, de foncier, le foncier qui est très cher en centre-ville notamment. Donc cette sensibilisation, elle comprend des rendez-vous bilatéraux personnalisés entre le CEREMA et les collectivités mobilisées, mais aussi des rendez-vous bilatéraux ou collectifs entre Logistique Le Carbone, les acteurs économiques et leurs représentants. Et enfin, toujours dans cette phase de sensibilisation, donc des événements territoriaux ouverts à la fois aux collectivités et aux acteurs économiques afin d'effectuer des retours d'expérience et favoriser cette mise en réseau des différents acteurs impliqués par la logistique urbaine durable. Et par exemple, nous avions organisé le 18 mai, aux côtés de Nathalie, un webinaire le 18 mai sur la région PACA, dont le replay d'ailleurs est disponible sur le site interlude.green et qui écoutait le témoignage d'acteurs publics et privés qui avaient notamment le Pays de Grasse et Cannes, qui avaient ces acteurs qui avaient mis en place des concertations entre les acteurs publics et les acteurs privés pour mettre en place une logistique urbaine durable. Justement, ensuite, Sébastien, en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons pour lesquelles Pays de Grasse et Cannes se sont engagés dans le programme Interlude? Parce qu'on n'imagine pas comme ça au premier abord qu'elles ont de gros problèmes en matière de logistique urbaine durable. Alors, c'est bien souvent donc, des problèmes de stationnement et de livraison. Après, malheureusement, je ne peux pas trop communiquer dessus parce que ce sont des dynamiques et des enjeux propres au territoire. Et je ne peux pas trop… Il y avait juste le sujet du transport de marchandises dangereuses au Pays de Grasse, si je me souviens bien, lié aux huiles essentielles. Effectivement, puisque le Pays de Grasse, c'est un territoire spécifique pour ça, donc, pour le transport des marchandises dangereuses en Pays de Grasse. Voilà. Je vous laisse continuer. Merci. Donc, dans une deuxième phase de mobilisation, qui ne commence que lorsque la collectivité… Non, la slide précédente. Voilà, merci. Dans une deuxième phase de mobilisation, donc, qui ne va commencer que lorsque la collectivité s'engage formellement dans le programme. Donc là, il s'agit de mobiliser l'ensemble des acteurs privés et publics d'un même territoire dans leur engagement pour la réalisation d'une charte logistique. Donc l'objectif, c'est de créer les conditions de la participation de l'ensemble des acteurs et de s'assurer que l'ensemble des besoins auront été entendus. Et donc enfin, on a une phase d'accompagnement qui va prendre différentes formes. D'abord, des séminaires de travail entre acteurs publics et privés de la logistique,
puis 2 ateliers de travail thématiques afin de travailler directement sur les fiches actions. De plus, l'accompagnement du CEREMA pour la collectivité, qui est engagé dans le programme, consiste en un apport méthodologique à une formation des techniciens de la collectivité pour la rédaction de la charte, de même qu'à un soutien financier, alors qui est fonction à la fois de la taille de la collectivité et en même temps de la date d'engagement de la collectivité dans le programme, mais qui peut aller jusqu'à un financement de 42 000 €. Voilà, donc en résumé, l'objectif, c'est de créer un tour de table le plus complet et le plus représentatif possible de la dynamique logistique du territoire. C'est pourquoi nous assurons que l'ensemble des acteurs impliqués concernés par des problématiques de logistique urbaine sur le territoire sont impliqués dans la démarche. Donc, ça va des transporteurs, logisticiens, industriels, commerçants, les grossistes, producteurs, la grande distribution, les chambres consulaires également que l'on rencontre, ou les organisations professionnelles et associations. Alors, pour la slide suivante, voilà, donc là, vous avez juste un exemple des fiches d'actions qui peuvent être reprises dans la charte, donc qui sont réparties selon des thèmes définis, donc foncier réservé, aire de livraison, réglementation, les zones de circulation ou nouvelle flotte propre. Voilà. Ensuite, pour la suite, voilà, donc enfin, je vais terminer sur ça. Donc, le Logistique Low Carbone a également 2 missions complémentaires dans le cadre du programme, c'est-à-dire que les rencontres individuelles et collectives avec les acteurs économiques vont également servir à identifier leurs besoins en formation et en outils numériques. Alors, il n'y a pas de formation à proprement parler. Cependant, nous réalisons des supports pour 4 fonctions clés, que sont conduite, exploitation, maintenance et référent logistique urbaine. Et concernant les outils numériques, qu'on appelle applicatifs, ces outils créés sur mesure pour les acteurs économiques sont de 2 types. Tout d'abord, un site internet donc, que je vous ai détaillé, donc interlude.green, qui présente les objectifs et l'avancement du programme, qui présente également les événements à venir sur le territoire et les actualités en logistique urbaine. Et enfin, donc, les applications pour smartphones qui sont destinées aux professionnels de la logistique, qui vont proposer, on est en train de travailler actuellement sur des applications pour cartographier des arrêtés de circulation, présenter les ZFE ou cartographier encore les stations de recharge, que ce soit bio-GNV, bornes électriques ou hydrogène. Voilà, je vous ai enfin mis nos contacts à mon partenaire du CEREMA pour les collectivités et à moi-même pour les acteurs économiques, si vous avez des questions. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Merci pour votre invitation.